Les non-dits en direct. Ici, on dit ce que d'autres préfèrent taire. Sans hystérie, sans fioriture. On décortique les déclarations clés, les faits et leurs conséquences, clairement, point par point, pour comprendre ce qui se passe et où ça mène. Si ce format vous plaît, abonnez-vous dès maintenant, mettez un like et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte. Bonjour à tous, ici le juge Andrew Napolitano pour Judging Freedom. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 13 février 2026. Le colonel Douglas McGregor nous rejoint maintenant. Colonel McGregor, comme toujours, c'est un plaisir d'être avec vous. Je voudrais vous poser des questions sur deux sujets, en fait. La lecture du Kremlin. Votre point de vue sur la lecture du Kremlin concernant le président Trump à la lumière des événements au Venezuela et des événements à la maison du président Poutine et votre opinion sur une présidence incontrôlée. Mais avant cela, aux nouvelles du moment, à savoir ce qui se passe dans les rues à Téhéran. Est-il bien compris que le Mossad et la CIA sont derrière tout ce chaos? Non, je ne crois pas que ce soit le cas. Je pense que la CIA, le MI6 et le Mossad sont tous impliqués. Mais malheureusement, je pense qu'il y a cette perception, et c'est peut-être une combinaison de vœux pieux et de fabrication délibérée dans les médias américains et dans les médias occidentaux en général, que la population iranienne est prête à se soulever, à se débarrasser de ce régime détesté et à établir une sorte de régime démocratique qui reflètera notre façon de penser et créera la paix au Moyen-Orient. Vous savez, c'est juste absurde. Et malheureusement, cela passe pour une analyse sérieuse. Et si vous défiez les gens en public en disant « ce que vous voyez n'est pas ce que vous pensez » et que la grande majorité de la population est très unie derrière le gouvernement, non pas parce qu'elle aime tout ce que le gouvernement fait, tout comme notre population s'unirait derrière ce gouvernement s'il était attaqué, même si elle n'est pas d'accord avec tout ce que le gouvernement fait. Mais j'ai bien peur que le vrai problème, la National Endowment for Democracy, qui est l'un des bras ONG du changement de régime qui a travaillé dur à l'intérieur de l'Iran, et je pense que les Chinois et les Russes, dans une certaine mesure, ont pu aider les Iraniens à y faire face. Je veux dire, nous savons que les Chinois ont pu rendre les 40 000 terminaux Starlink qui ont été introduits clandestinement dans le pays pour être utilisés contre le gouvernement inopérant. Je pense que c'est la pointe d'un très gros iceberg en termes d'assistance pour vaincre cette insurrection à l'intérieur de l'Iran. Je veux dire, est-ce que les États-Unis, est-ce que la Grande-Bretagne, est-ce que les Israéliens pensent réellement que ce plan... Eh bien, cela a fonctionné en 1953 lorsqu'ils ont renversé le président Mossadegh. Cela a fonctionné en 2014 lorsqu'ils ont renversé le président de l'Ukraine. Mais pense-t-il vraiment pouvoir renverser l'ayatollah? Pense-t-il vraiment que cela va produire un changement de régime interne sans aucune force de l'extérieur? C'est bien ce que pense la CIA et ce que pense le MI6. Ces choses me sont inconnues. Je connais certaines personnes du côté israélien. Je peux vous dire que ce sont des analystes très, très réalistes. Je ne pense pas qu'ils se fassent des illusions sur leur capacité à renverser le gouvernement de l'intérieur. Mais je pense qu'il y a eu une tentative de préparer le terrain. En d'autres termes, créer un degré de chaos et de désordre dans le pays qui, à leur avis, peut révéler d'autres fissures dans l'édifice, pour ainsi dire, de la sécurité nationale iranienne. Donc, je pense que de leur point de vue, ils ne s'attendaient peut-être pas à un renversement, mais je pense qu'ils cherchaient des preuves de là où le régime de sécurité nationale iranien est faible, d'autres fissures dans l'édifice qui pourraient être exploitées à l'avenir. Alors, pour ce qui est de la CIA et du MI6, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui croient au fond d'eux que c'est possible. Je ne le crois pas, et je ne connais aucun spécialiste sérieux qui comprenne l'Iran et qui soit arrivé à cette même conclusion. Ils sont également très très méfiants et sceptiques quant à la possibilité que quelque chose se passe en interne, comme le pense CIA et le MI6. Les États-Unis sont-ils militairement prêts à aider les Israéliens dans une invasion de l'Iran dans un avenir très proche? Je veux dire, pour le dire autrement, avons-nous commencé à expédier et accumuler des quantités importantes de matériel militaire dans la région? Eh bien, vous savez que notre ami Larry Johnson a écrit un excellent article où il détaille l'arrivée massive de matériel, d'armes et d'équipements dans la région du Golfe, acheminés principalement par l'US Air Force, principalement par l'armée de l'air. Mais peuvent-ils opérer à ce stade sans compter sur les escadrons de chasse supplémentaires qui seraient disponibles et les groupes de combat de porte-avions? Normalement, nous nous attendrions à en voir probablement 2 sur place
s'il devait y avoir une attaque. Donc je dirais qu'une partie de la réponse est non, mais il y a une autre partie de la réponse qui suggère qu'un grand travail a été effectué depuis juin de l'année dernière à l'intérieur d'Israël, ainsi que dans la région, pour reconstituer les stocks avec le nombre requis de missiles. Donc vous savez encore une fois le problème auquel vous êtes confronté lorsque vous parlez aux experts sur ce sujet. C'est qu'ils soulignent toujours, oui, nous avons reconstitué beaucoup de stocks de missiles, mais nous n'avons pas de profondeur. En d'autres termes, si vous allez combattre pendant plus d'une semaine ou deux, nous avons un vrai problème. Et les navires en mer, les avions qui doivent livrer ce matériel, ces choses sont en quantité limitée. Donc, la vraie question n'est pas tant de savoir si l'attaque peut aller de l'avant. Oui, c'est combien de temps pouvez-vous la soutenir avant d'être à court? Parce que ce que nous savons que les stocks iraniens sont beaucoup plus importants. Ils peuvent tirer plus de missiles et de roquettes et plus de drones bien plus longtemps que nous, et c'est un problème. Et puis, bien sûr, vous avez les vitesses hypersoniques. Vous savez, vous parlez de vitesses allant de 5000 milles par heure jusqu'à près 7000 ou 8000 milles par heure. C'est hypersonique. Nous ne pouvons pas abattre la plupart de ces choses. Maintenant, combien de missiles hypersoniques ont-ils? Eh bien, ils en ont probablement au moins quelques centaines, peut-être plus. Quel type de charge utile ont-ils? Nous ne sommes pas sûrs. Mais combien en avez-vous besoin pour pénétrer les défenses d'Israël? Je pense que nous avons constaté que pénétrer ces défenses n'est pas extraordinairement difficile. Cela prend du temps, cela nécessite de grandes quantités. Qu'en est-il de nos forces, de nos bases au sol dans la région? Sont-elles mieux protégées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient en juin de l'année dernière? Je ne pense pas. Je pense qu'elles sont encore très vulnérables. Voici le ministre iranien des Affaires étrangères disant hier qu'ils ont identifié des actifs de la CIA et du Mossad dans les foules. Chris, extrait numéro 8. Les médias israéliens regorgent de rapports affirmant qu'ils sont occupés à planifier des opérations à l'intérieur de l'Iran. M. Pompeo, une figure influente qui a été directeur de la CIA lors du précédent mandat de Trump, a posté un tweet disant « Je félicite les Iraniens dans les rues et les agents du Mossad qui marchent à leur côté, ce qui constitue un aveu clair. Nous, le gouvernement iranien, demandons justice pour tous ceux qui ont été tués, et nous poursuivrons cela à la fois à l'international et au niveau national. Nos forces de sécurité contrôlent pleinement la situation. Nous espérons que d'autres pays ne feront pas de mauvais calculs. De notre point de vue, ce qui s'est passé au cours des 3 derniers jours, du 8 au 10 janvier, est une extension de la guerre de 12 jours. Cela a été planifié en dehors du pays afin de semer le chaos en Iran. » Eh bien, c'est leur point de vue et ils disent qu'ils ont des preuves. Ils vont presque commencer à exécuter des gens pendant que nous parlons. Eh bien, je pense qu'ils en exécutent certains et dans les circonstances actuelles, étant donné l'état de siège dans lequel ils vivent, ce n'est pas surprenant. Ils ont trop de gens qui ont pris de l'argent du Mossad, de la CIA, du MI6. Ils ont trop d'agents étrangers sur le terrain qu'ils ne peuvent pas distinguer de la population avec grande facilité. Donc oui, je pense qu'il y a probablement beaucoup d'exécutions sommaires, mais les exécutions sommaires font partie de la guerre. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas unique à l'Iran. Et je pense, compte tenu des circonstances, qu'il sera absolument certain qu'ils ne se retrouvent pas dans la position où ils étaient la dernière fois. Rappelez-vous, ils n'ont pas pu, disons-le ainsi, mettre en œuvre un certain nombre de choses parce qu'ils ont été surpris et aussi parce qu'il y avait des agents à l'intérieur du pays qui travaillaient très dur pour perturber les opérations militaires. Je ne pense pas que cela arrivera cette fois-ci. Je pense que d'une manière étrange, même s'il y avait l'espoir que cela perturberait réellement la légitimité et la force du gouvernement iranien, je pense que cela a eu l'effet inverse. Je pense que lorsque l'attaque surviendra, ils seront bien mieux préparés qu'ils ne l'ont jamais été dans le passé. Changement de sujet, colonel. Comment pensez-vous que le Kremlin voit le président Trump en tant que personne et en tant que président des États-Unis? Et comment pensez-vous qu'il voit ces agents immobiliers émissaires à la lumière de 2 événements? L'invasion au Venezuela et l'attaque contre la résidence du président Poutine? Une dernière chose sur le segment précédent. Je voudrais juste souligner que pendant la Seconde Guerre mondiale de 1941 à 1945, le NKVD de Staline, la soi-disant police secrète, a exécuté 1 million de soldats soviétiques qui ont simplement refusé de se battre. Pour Staline et le communisme, la plupart des gens ne comprennent pas cela. Juste pour vous donner une idée rapide de ce qui s'est passé à l'Ouest en ce qui concerne l'Allemagne dans
dans une armée allemande de plus de 6 ou 7 millions. Cela n'inclut pas tout le monde. Ils n'ont dû exécuter que 23 000 soldats pour désobéissance à des ordres verbaux directs de se battre. Donc, 1 million du côté soviétique, 23 000 du côté allemand. Je le souligne parce que c'est une mesure de combien la population à l'intérieur même de la Russie détestait Staline, au point qu'il préférait mourir plutôt que de se battre contre l'établissement militaire allemand envahisseur. Maintenant, votre question sur Poutine. Comme ce n'est pas vraiment à propos de Poutine, je suppose qu'il faut généralement parler des perceptions de l'élite politique russe et du cercle intérieur. Plus personne ne nous fait confiance, plus du tout. Maintenant, pourquoi cela serait-il ? Ce n'est pas simplement parce que le président Trump a périodiquement fait volte-face et effectué un virage à 180 degrés pour prendre de nouvelles directions. Cela en fait partie. Je pense qu'il voit également le président Trump comme une personne agréable. Il l'aime bien. Ce n'est pas une figure que les gens détestent ou méprisent, mais ils ne sont pas sûrs qu'il soit complètement aux commandes, pour être franc. Et c'est quelque chose que Poutine a déjà dit par le passé, et je pense que pour lui, c'est plus évident maintenant que jamais. Peut-être est-ce parce qu'il veut continuer à être poli envers le président Trump et lui accorder le bénéfice du doute. Mais je pense que lorsque le président Trump s'est retourné et a dit non, nous n'avons joué aucun rôle dans les 91 drones qui ont été dirigés contre la résidence de Poutine et probablement le complexe de commandement et de contrôle souterrain, je pense qu'ils ont finalement dit l'une des deux choses. Soit cet homme n'est absolument pas aux commandes, soit il ment simplement. Et puis, il faut revenir sur toutes les autres occasions. Rappelez-vous très tôt dans la présidence de Trump, il a envoyé le secrétaire Rubio et d'autres membres de son cabinet et de son équipe de politique étrangère en Arabie Saoudite pour rencontrer des représentants de Moscou. Et ils ont donné l'impression, et d'ailleurs les propos du président Trump allaient aussi dans ce sens, que nous voulions vraiment normaliser nos relations avec Moscou, que nous voulions reprendre les affaires comme avant. Et il y a eu de longues discussions sur une coopération commerciale potentielle, des projets communs, des opportunités conjointes. En fait, certains de ces points ont été mentionnés à nouveau en Alaska. Mais tout cela ne mène nulle part. Cela finit par disparaître dans une cacophonie de haine, d'amertume et de colère, et il se retourne et double les sanctions, même après qu'il soit manifestement évident que les sanctions contre la Russie n'ont pas eu l'effet escompté. En fait, non seulement les Russes les ont contournées, mais ils ont appris à les combattre, et elles n'ont plus d'importance. Mais pourtant, il redouble d'efforts. En d'autres termes, ce qu'il dit un jour et ce qu'il fait le lendemain ne sont tout simplement pas les mêmes. Eh bien, comment réagirait-il Trump si le FSB, le renseignement russe, lançait 91 drones sur Mar-a-Lago alors qu'il était à la Maison-Blanche? On peut seulement supposer, connaissant le président Trump, qu'il voudrait probablement lancer une frappe nucléaire. D'accord. Qui sait, mais tu sais, en fin de compte, il ne voit pas les choses de cette manière. Tu le sais, il se voit sur ce sommet élevé de supériorité et de suprématie morale. Et donc lui et son pays ne peuvent pas faire de mal. Quelle est votre opinion sur sa stabilité mentale après avoir dit des choses comme « Eh bien, nous allons l'écouter nous-mêmes », extrait numéro 2. Voyez-vous des limites à votre pouvoir sur la scène mondiale? Y a-t-il quelque chose qui pourrait vous arrêter si vous le vouliez? Oui, il y a une chose, ma propre moralité, mon propre esprit. C'est la seule chose qui peut arrêter. Par le droit international? Et ça ne vaut rien. Oui, je n'ai pas besoin du droit international. Je ne cherche pas à blesser les gens. À mon avis, c'est extrêmement dangereux. C'est un rejet des contraintes constitutionnelles, des contraintes des traités et de la loi fédérale. Eh bien, bien sûr, vous avez raison. Mais vous et moi avons déjà discuté de cela. Le Congrès a régulièrement échoué à imposer des restrictions à de nombreux présidents différents. Il n'est pas unique à cet égard. Ils l'ont laissé. On laissé plusieurs présidents faire des choses qui n'auraient jamais dû arriver, selon la loi constitutionnelle. Vous savez, cela évoque quelque chose à propos des présidents en général. Il est généralement admis que les présidents ne peuvent pas être arrêtés. Maintenant, je ne sais pas si c'est codifié dans une loi quelque part, mais on me dit que personne n'a jamais essayé d'arrêter un président. Eh bien, j'ai vérifié et il s'est avéré que c'était faux. Un président des États-Unis a en fait été arrêté. Et c'est intéressant parce que c'était Ulysses S. Grant. Et Grant et sa femme traversaient Washington, D.C. et apparemment Grant a décidé. Il était un vieux cavalier, il était un très bon cavalier, et il s'ennuyait, alors il a dit « Voyons voir ce que cette vieille jument peut faire ». Et il a fait claquer le fouet et le cheval est parti.
Et soudain, il s'est retrouvé avec un policier à cheval qui s'est approché de lui et a dit « Monsieur, arrêtez-vous. Vous avez dépassé la limite de vitesse acceptable. » C'était avant. À Washington, D.C., et il a donc procédé à son arrestation pour son comportement. Puis il a réalisé que c'était Grant, le président. Il ne l'avait pas reconnu. Mais Grant lui a dit « Non, officier, faites votre devoir. » Et donc il l'a emmené au poste de police à Washington, D.C., l'a amené là-bas et il a été inculpé. Et le chef de la police est sorti et a découvert que c'était le président des États-Unis. Il était très contrarié et il a dit « Nous abandonnons les charges, monsieur le président. Je suis vraiment désolé pour cela. » Et Grant a dit non. Il a dit « L'officier avait une obligation de m'arrêter. Il a fait son devoir. » Maintenant, cela peut sembler étrange ou désuet aujourd'hui, mais Grant faisait valoir un point, et son point était très clair. Il n'est pas au-dessus de la loi, et il comprenait cela aussi en tant que soldat professionnel, parce que tout policier militaire sur n'importe quel champ de bataille, en temps de paix, de guerre à n'importe quel poste, est un sentinelle en service. Et selon la loi, quoi qu'il vous dise, quel que soit votre grade, vous devez obéir. Toutes ces choses étaient dans la tête de Grant. Mais il a fait valoir un point, et je pense qu'il serait utile de rappeler au président des États-Unis qu'il n'est pas seulement chef des forces de l'ordre. Il a aussi l'obligation, avant tout, d'obéir lui-même à la loi. Cela ne semble pas être ressenti ainsi. Je veux dire, la déclaration était horrible et son comportement en envahissant le Venezuela. Kidnapper le président et sa femme, prétendant que les États-Unis possèdent maintenant le pétrole, se déclarant. Regarde ça. As-tu vu ces absurdités qu'il a postées? Je n'ai pas cru qu'il l'avait posté. Alors, c'est vraiment de lui. Ce n'est pas une blague. C'est de lui. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas fabriqué par l'IA. Et je ne pense pas que ce soit drôle. Je pense que c'est une déclaration très sérieuse d'une personne qui croit que la force fait le droit colonel. Eh bien, même la reine Victoria, lorsqu'elle a été informée qu'il y avait une démarche pour faire d'elle l'impératrice de l'Inde, demandait si cela était acceptable pour le peuple indien. Vous savez, maintenant, vous savez, il n'y avait aucun moyen de faire un sondage ou d'organiser un référendum à l'époque en Inde, mais ils ont consulté l'aristocratie dirigeante de l'Inde. Et beaucoup de gens ne comprennent pas que lorsque les Britanniques régnaient sur l'Inde, ils régnaient sur certaines parties, mais pas sur toutes, et de grandes parties de l'Inde restaient sous le contrôle de leurs aristocrates locaux. Et lorsqu'elle a été satisfaite que cela serait acceptable, elle a accepté de le faire. C'est un monarque souverain d'un grand pays, la Grande-Bretagne à l'époque. Donc je ne sais pas ce qu'il a en tête. Et évidemment, il a décidé que quelque chose que Raymond Aron, le grand théoricien sur les droits nationaux, a dit, les grands pays, les puissants États font ce qu'ils veulent. Les petits États font ce qu'ils doivent. Il a décidé que le Venezuela doit faire ce qu'on lui dit. Je ne pense pas que ça va se passer comme ça. Je pense que ça va très mal se passer pour nous. Ça finira par être un énorme gaspillage d'argent. Mais au moins, nous n'avons pas déployé de troupes là-bas et tué quelqu'un inutilement. Bien que on puisse dire que nous avons peut-être tué certaines personnes inutilement en chemin pour capturer Maduro. C'est une autre affaire. Mais au moins, nous n'avons pas mis de force conventionnelle au sol. Est-ce que Poutine voudra négocier avec Trump ou voit-il maintenant l'Alaska comme une blague ou un piège? Je pense que le président Poutine continuera à être poli. Il parlera au président Trump. Il prendra ses appels téléphoniques, mais je ne pense pas qu'il prêtera beaucoup d'attention à tout ce que le président Trump dit. Non pas qu'il ne l'aime pas, encore une fois. Je pense que oui. C'est juste qu'il a appris que ce que le président Trump dit et ce qu'il décide finalement de faire ne sont pas la même chose. Une des choses que je me suis demandé, c'est s'il y a un moyen de contourner cet échec abyssal en Ukraine, parce que les personnes que nous avons envoyées là-bas, M. Witkoff et Kushner, ont échoué. Leurs tentatives de créer un quelconque accord ont échoué presque immédiatement. Maintenant, je pense que ce n'est pas entièrement intentionnel, c'est un manque de compréhension. Nous continuons à ne pas écouter les Russes, à comprendre ce qu'ils veulent, à prendre en compte leurs propositions. Je veux dire, si vous ne considérez pas la position de l'autre partie, vous n'irez probablement pas très loin. Donc, je pense que c'est une partie du problème. Mais la façon dont je pense que nous pourrions contourner cela, c'est si président Trump envisageait sérieusement d'adopter un engagement et une politique de non-recours en premier à l'arme nucléaire pour les États-Unis. Les Chinois en ont un de toute façon. Mais toutes les puissances nucléaires du monde devraient vraiment être convoquées à une discussion par le président et il pourrait diriger cela. Donc, si nous n'accomplissons rien d'autre avec la Russie ou la Chine ou qui que ce soit d'autre, au moins nous pourrions arriver au point
où tout le monde s'engage à ne pas utiliser l'arme nucléaire en premier. Et étant donné que nous avons les Ukrainiens, grâce à la CIA et au MI6, qui lancent toutes ces frappes en profondeur sur le territoire russe, aussi stratégiquement irrélevantes qu'elles puissent être, les Russes ont repensé certaines de leurs hypothèses sur l'utilisation nucléaire. Et nous sommes désagréablement proches d'une position où les Russes pourraient répondre selon ce qui leur est tiré dessus avec une ogive nucléaire. Maintenant, c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas. C'est quelque chose que nous ne voulons pas. Mais nous ne savons pas ce qu'il faudra. Et nous avons trop de personnes irresponsables qui essaient de cibler des choses à l'intérieur de la Russie, non seulement pour nuire à la capacité militaire de la Russie, mais pour humilier la Russie. Et si vous essayez de les humilier, vous seriez surpris de ce qu'ils pourraient être prêts à faire. Alors, pourquoi ne pas? Pourquoi ne pas aller au-delà de cela? Pourquoi ne pas avancer en tant que président des États-Unis et dire, regardez, quoi qu'il se passe en Ukraine ou ailleurs, nous devons éviter, à tout prix, l'utilisation des armes nucléaires, et je suis prêt à signer cet engagement et à mettre l'autorité du peuple américain derrière. Pas de premier recours aux armes nucléaires. Me rejoindrez-vous? Je pense que c'est quelque chose que le président Trump pourrait réellement accomplir. Avant que nous finissions, juste un bref retour à l'Iran, parce que le président vient de poster quelque chose sur Truth Social. Je vais le lire. Patriotes iraniens, maintenant en majuscule, continuez à protester. Prenez le contrôle de vos institutions. 3 points d'exclamation. Maintenant, en capitalisation normale, enregistrez les noms des tueurs et des abuseurs. Ils payeront cher. J'ai annulé toutes les réunions avec les officiels iraniens jusqu'à ce que les tueries s'encensent des manifestants. Maintenant, nous sommes de nouveau en majuscule. Ce sont l'aide est en chemin, Miga. Je suppose que cela signifie Make Iran Great Again, gracieuseté du sénateur Graham, le président Donald J. Trump. Que veut-il dire par l'aide est en chemin? Il veut dire que les Ukrainiens sont en fait en position de gagner la guerre, que des millions de Russes sont morts, que la Russie est faible et ne peut pas répondre, que la paix qu'il a façonnée pour Gaza tient, que les habitants de Gaza ne meurent plus et finiront par vivre dans des condos en bord de mer avec les Israéliens. Je veux dire tout cela, c'est tout. Une dangereuse fantaisie, c'est la chose la plus gentille que je puisse dire. Colonel McGregor, merci beaucoup. Merci pour votre temps. Merci de m'avoir permis de parcourir le globe avec toutes ces questions et de solliciter votre expertise. Tous mes vœux à vous, monsieur. D'accord. Merci, Georges. Merci. À bientôt. Et cet après-midi à 14h, Mato. À 15h, le colonel Karen Kwiatkowski. Justin Napolitano pour Judging Freedom. Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié. Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table. Des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent et changent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré. Des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, ici on la ralentit pour voir ce qu'elle peint. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. On ne vend pas des peurs, on cherche des repères. On sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids. Mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle. Les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous,
on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, gardent les yeux ouverts.